Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Bye Bye Patron. Aujourd'hui, on va parler de thunes, de flouze, de monnaie, de pépettes, bref, de rentabilité. Et oui, le sujet du jour sera donc combien rapporte en vrai un appartement qui génère 10% de rentabilité brute. Le Saint Graal, 10%. Tous les youtubeurs, instagrammeurs, flambeurs en Ferrari vous le recommandent, que dis-je, vous force à ne pas acheter en dessous de 10% de rentabilité brute. Et on va voir pourquoi. Jingle. Quand on vous recommande 10% de rentabilité brute, c'est pas pour rien. En fait, on va faire un calcul rapidement pour que vous vous rendiez compte que c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre. Donc la base, quand vous achetez un bien immobilier, c'est l'emprunt. Vous allez emprunter en général sur 20 ans. Donc 20 ans, ça fait 5% de capital à rembourser par an. 100% divisé par 20 ans, ça fait 5%. Donc en dessous de 5% de rentabilité, vous n'allez même pas en fait rembourser avec votre loyer juste le capital. À cela, on rajoute 1% de taux d'intérêt. Donc il y en a qui payent plus que 1%, il y en a qui payent moins. Mais faut pas oublier non plus que le taux d'intérêt, c'est sur le solde restant dû. 1%, je pense que c'est un bon taux à retenir. On monte déjà à 5 plus 1, 6%. Capital plus intérêt. De là, on rajoute encore 1% de taxes foncières. Ça varie en fonction des communes, des prix de l'immobilier. Mais dans les communes où l'immobilier il est pas cher, souvent c'est des communes qui prospèrent pas forcément de manière économique. Quelqu'un doit payer pour financer le train de vie de la commune et devinez qui c'est Bibi. On en arrive ainsi à 8%. Non, on n'y est pas encore. On est à 5%, donc pour l'emprunt, 1% pour les intérêts, 1% pour la taxe foncière. Donc je dis 1%, moi j'ai des appartements, c'est presque 2%, donc notamment dans des immeubles années 70, où l'administration fiscale, elle considère encore aujourd'hui qu'avoir une baignoire ou un balcon, c'est un grand luxe, et vous vous faites vraiment allumer sur les taxes foncières. Il y a des endroits, ça peut représenter pas loin de 2 mois de loyer. On en est à 7%. Ensuite, moi, je rajoute 1% pour la gestion locative. Donc, la gestion locative, alors il faut un peu s'accrocher, mais ça représente, avec la garantie loyer impayé, environ 10% de vos revenus de l'année. Donc si vous avez 10% de renta, eh ben ça fait 10% x 10%, 1% du prix du bien. Et on en arrive ainsi à déjà 8% qui est fixe quoi qu'il arrive, sans vacances, sans... les vacances de toute façon c'est pas pour tout de suite, sans charges de copropriété non récupérables, sans petits travaux et ainsi de suite, on en arrive à 8%. Donc quand on vous dit de chercher 10% de rentabilité brute, c'est pour faire face. Donc déjà à ces 8% qui sont fixes, plus les 2%, ça va être... Alors si par exemple vous avez un expert comptable, vous allez le payer grâce à ces 2%. Si vous avez des travaux à faire dans la copro, que vous ne pouvez pas récupérer sur le locataire, des vacances locatives, surtout si vous louez en meublé, ça arrive vu que le préavis c'est que de 1 mois. Voilà, 10%, c'est pas facile à trouver, ça se trouve, y a plein de gens qui l'ont trouvé, j'en ai trouvé. C'est pas à tous les coins de rue qu'on en trouve. Mais en tout cas, il faut vraiment essayer de tendre vers ça et vous allez voir qu'avec 10%, on n'est pas tout de suite riche comme Crésus. Et pour illustrer mes propos, je vais prendre 2 exemples d'appartements que j'ai la chance, l'honneur et la joie de posséder, qui dégagent environ une rentabilité brute de 10%. Alors pour démarrer, on va déjà... alors chacun, c'est un peu comme les recettes de sauce tomate, chacun a sa propre formule magique de la rentabilité. Pour moi, la rentabilité brute, c'est le loyer x 12 mois, le loyer hors charge, divisé par le prix d'achat plus les frais de notaire plus les travaux que vous avez faits au départ. Donc je répète, pour le numérateur, j'espère que je me trompe pas, vous prenez le loyer hors charge, si c'est 500 € par mois, ça fait 6 000 € par an,
Et pour le dénominateur, là vous prenez le prix d'achat, vous rajoutez le notaire, donc environ 10%, et les travaux éventuels que vous avez eu à faire. Donc l'idée de ce podcast, c'était vraiment de comparer le budget qui est avec le réalisé en fait. Donc c'est à peu près, vu que comme vous avez pu l'entendre dans mon podcast de la semaine dernière, je viens de finir avec joie ma comptabilité. Mon expert comptable, il m'a transmis aussi tout ce qui concernait les documents de SCI. C'est un peu la seule période de l'année où on a vraiment les chiffres, puis aussi on prend le temps de un peu les analyser. Donc on a les vrais chiffres. Et l'idée c'était de comparer quand, par exemple, vous allez acheter un appartement qui rapporte 500 € de loyer par mois hors charge et que vous remboursez 300, vous pensez que vous dégagez 200. Et en fait, c'était mettre face à la réalité. C'est expectation, comme on dit, les budgets, les prévisions avec la réalité. Pour ne pas que vous fassiez des fausses projections, que vous pensez que vous allez pouvoir accumuler beaucoup de cash grâce à un appartement à 10% de rentabilité. Et le deuxième point que je voulais définir, c'est ce que on appelle le cash flow. Donc en fait, le cash flow, c'est tout simplement sur toute l'année la différence entre les produits encaissés, donc pour vous c'est les loyers, et les charges décaissées, donc c'est toutes les charges hors amortissement pour ceux qui font du LMNP ou de la SCI à l'IS, mais donc c'est toutes les charges vraiment décaissées, ce qui est sorti. Pour faire simple, vous avez un compte en banque pour un appartement, tout ce qui concerne cet appartement, tout part de ce compte. Et donc en fait, pour le cash flow de l'année, c'est tout simplement le solde final moins le solde initial. Si vous avez commencé à 0 et que vous finissez à plus 1000, l'appartement il vous aura rapporté 1000 € sur l'année. Tadam! Et oui, j'ai décidé de mettre un peu plus de jingle aujourd'hui. Je me suis dit, vu qu'on parle beaucoup de chiffres, ça va être peut-être un peu compliqué à suivre. Et grâce au jingle, ça vous laisse le temps de reprendre vos esprits. Premier appartement, donc c'est un appartement que j'ai dans un petit immeuble, donc c'est souvent ce qui est recherché par les investisseurs. Appartement LMNP, prix d'achat 54 000 € hors frais de notaire. Donc on est aux alentours de 60 000 € avec le notaire. C'est un appartement que je loue 500 € par mois, plus 30 € de charge. Donc si on fait les calculs, 500 x 12, ça fait 6 000, je vous l'ai déjà dit. Divisé par 60 000, on est bien aux 10% de rentabilité. C'est un appartement et c'est le seul que j'ai fait comme ça. J'ai tout emprunté, donc beaucoup de gens appellent ça le 110%. Effectivement, j'avais un emprunt de plus de 60 000 € sur un appartement dont le prix affiché c'était 54 000 €, enfin le prix que j'ai payé. J'avais juste payé des meubles, je pense pour environ 1500 € de ma poche. Donc c'est vraiment un peu l'exemple typique de ce qu'on vous conseille, que ce soit sur YouTube ou dans les livres. Voilà, 10% de renta, petit immeuble, pas trop de charges, emprunté à 110%. Et donc pour le remboursement, je rembourse un peu moins de 300 €, je crois que c'est 293 € par mois. Donc les chiffres, donc on serait en mesure de s'attendre à, voilà, je loue 500, je rembourse un peu moins de 300, ça fait 200 par mois, ça fait 2400 € par an. Dans les faits, on va voir que c'est un peu différent. Déjà, c'est un appartement, tous les chiffres que je vais vous donner, c'est sur l'année 2020. C'est un appartement qui s'était libéré fin 2019. Je l'avais donné à une agence pour qu'elle le remette en location. Elle m'avait pas trouvé de locataire au bout de 1 mois et quelques, ça m'a un peu saoulé. Du coup, j'ai dit que je m'en occupais moi-même. Forcément, les agents immobiliers, eux, si vous louez pas 1 mois, c'est pas votre problème, alors que vous, ça vous coûte tout de suite énormément de points de renta. Donc je m'en suis occupé moi-même en janvier. Ça m'arrive assez souvent de faire les visites et après, en fait, je délègue tout ce qui est signature, rédaction du bail et état des lieux. Pour ceux qui veulent savoir, ça coûte environ, pour moi, 250 €. Et en fait, ça me permet d'avoir beaucoup plus de locataires potentiels. Tous ceux qui veulent pas payer de frais d'agence, et parfois on veut bien les comprendre. Et quand vous louez comme ça, vous leur faites pas payer de frais d'agence, vous avez plus de locataires possibles. Et parfois, il vaut mieux
vaut mieux s'en occuper soi-même et que l'appartement il soit vite loué. Donc, vu qu'au tout début de l'année, il n'avait pas été loué, l'appartement, il m'a rapporté 5600 € de loyer. Une fois tout déduit, notamment j'ai eu des frais d'essence, enfin vous avez le droit en LMNP de déduire, alors c'est pas des frais kilométriques, c'est des indemnités de carburant, je crois que ça s'appelle. Et vu que c'est un appartement qui est géré par un syndic bénévole, et en plus on a un problème avec un des copropriétaires qui parle pas français, qui a pas d'argent, qui fait que des misères, donc je dois aller souvent quand même dans l'immeuble pour gérer des petits problèmes. Je m'en serais bien passé quand vous achetez, vous le savez pas. Mais donc j'ai eu des frais de... Après forcément quand j'y vais sur place, j'essaye de faire d'autres choses. Mais j'ai eu des frais d'essence que j'ai déduits. En fait le syndic, dans les petits immeubles comme ça, il y en a pas, ça vous fait une grosse économie. Mais faut pas oublier pourquoi est-ce que voilà, quand on paye pas quelque chose, en général on a un service en moins. Donc les charges, quand on les dépense, quand on paye un syndic, en général, le syndic il fait quand même un travail, qu'on soit content ou pas. Généralement, on n'en est pas super ravi, mais on peut pas leur enlever ça. Dans cet appartement immeuble, il y a eu quelques frais de copro qui étaient non prévus. Notamment, il y a une porte d'entrée à changer. Donc, quand il y a que nous, on n'est que 3 copropriétaires dans l'immeuble, et ben quand vous changez la porte d'entrée, ben ça coûte plus cher que si c'était un immeuble de 100 personnes. Et je vous donne donc quelques chiffres. La taxe foncière, c'est 414 €. Les intérêts d'emprunt, c'était 829 €. L'assurance propriétaire non occupant, 155 €. Les charges qui étaient non prévues, c'était 400 €. Avec les mois de vacances et tous ces imprévus et les assurances et tout, on en arrive à, roulement de tambour, 552 € de cash flow sur l'année. Donc 552 €. Vous voyez, on a 200 € entre le loyer et le remboursement, et à la fin, il nous en reste même pas 50. Si je devais résumer les avantages de cet appartement, donc c'est un petit immeuble, il y a peu de charges de copro, vous avez la main aussi sur les travaux, ça il faut le dire, vous pouvez les faire un peu quand vous voulez ou quand vous jugez que c'est nécessaire. Après, par contre, il y a quand même des inconvénients, c'est que, alors ok, il n'y a pas de syndic, pas d'ascenseur, pas de concierge, pas d'entretien des espaces verts, mais ça demande beaucoup plus de gestion, et quand il y a des travaux à faire, et il y en a toujours, et ben, quand vous êtes que 3 ou 4 appartements, ça peut vite faire en tout cas quelques centaines d'euros. Deuxième appartement qui est complètement différent du premier dont on vient de parler, c'est un appartement dans un immeuble des années 1970. Pour ceux qui font des recherches, qui sont investisseurs, vous savez les problèmes qu'il y a dans ces immeubles, c'est souvent les charges qui peuvent être assez élevées et aussi les taxes foncières qui sont vraiment abusées. De ce que j'en sais, comme je vous l'ai dit précédemment, les barèmes des taxes foncières, ils datent des années 1970. Et en fait, il y a une sorte de barème de luxe qui fait que ces taxes foncières, elles sont plus ou moins élevées. Donc, entre les deux appartements dont je viens de vous parler, il y en a un, il a 414 € de taxes foncières, celui qui est dans un petit immeuble, et l'autre, il a dans les 800 €, alors que c'est des appartements de taille équivalente. Et bon, le standing, un a un balcon, l'autre n'en a pas, mais c'est à peu près la seule différence de standing entre les deux. Donc voilà, maintenant les immeubles qui ressemblent un peu à des bars HLM, et ben en fait elles ont plus de taxes foncières que même les immeubles tout récents. Donc parce que vous avez un ascenseur, c'est considéré comme du luxe, le chauffage collectif, je crois que même les baignoires, elles rajoutaient de la valeur. Si vous avez fait passer d'une baignoire à une douche, tant pis pour vous. C'est les mamies qui habitent encore dans ces appartes avec leur retraite mirobolante, comme on le sait, qui se tapent les taxes foncières tellement élevées, et les gens qui eux sont dans des immeubles plus récents ou alors des trucs un peu plus historiques avec du cachet qui les ont refaits, et ben eux ils bénéficient plutôt de montants de taxes foncières qui sont avantageux. Donc le gros point positif de cet appartement, c'est que vraiment pendant toute l'année 2020, on n'en a jamais entendu parler. Il y a rien eu, même pas un coup de fil, même pas un courrier, même pas un SMS. On n'en a pas entendu parler. Donc vraiment, ce que tout investisseur s'attend à avoir, donc un appartement qui tourne. Et ben là,
On est pile dans ce cas-là et du coup, on va avoir un peu une renta qui est propre, qui n'a pas d'événements exceptionnels ou non récurrents. Cet appartement, je l'avais visité une première fois et finalement, il m'avait bien plu, mais j'en avais trouvé un autre qui était plus intéressant. J'avais acheté le second et une fois que le premier, j'avais tout bouclé, mis en place le locataire et tout, je suis parti en recherche à nouveau et là, j'ai vu que l'appartement, il était toujours là 4 mois après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait du coup une offre vraiment hyper basse par rapport à l'appartement. Il était annoncé à 60 000 et moi j'avais fait une offre à 40 000. J'avais dit les gens, voilà, ça fait 4 mois qu'ils vendent pas. On va essayer. L'appartement il m'avait bien plu, mais bon, j'avais réussi à m'en passer, donc c'était vraiment créer un peu la bonne affaire. Et puis finalement on a négocié, on est tombé sur un prix de 45 000 euros. Et c'est vraiment un bon prix parce que c'était il y a environ 2 ans. Et là j'ai récemment visité un appartement dans le même immeuble, un appartement qui est un tiers plus petit, qui était dans le même état et qui a trouvé preneur, je crois que c'était à 72 000 euros. Et nous, on a payé 45 000 pour un tiers de surface en plus. Donc, les prix en ce moment, ils sont un peu en train de devenir fous, mais bon, je pense que vraiment, on a fait une bonne affaire. Et c'est un appartement dans lequel on a mis environ 12 000 euros de travaux pour tout rafraîchir. On a quasiment tout rafraîchi. Si on fait le décompte, 45 000 euros de prix d'achat, 5 000 euros environ de notaire, 12 000 euros de travaux, et on loue 525 euros par mois. Donc 525 euros par mois, ça fait hors charge, ça fait 6 300 euros par an. Et du coup, le prix d'achat, environ 62 000. Donc on est pile dans les 10% de renta. La différence avec l'autre appartement, c'est que j'ai payé une partie des travaux en cash, donc sans emprunt. Et en fait, on a environ seulement 250 euros de remboursement à cause de le notaire. Je pense qu'on avait payé aussi nous-mêmes. Donc on doit avoir un emprunt de 50 000 euros et sur l'autre on avait 60 000. Donc ça va vous faire varier un peu les cash flows de l'ordre de 50 euros par mois. Puis le gros avantage, forcément, on a tout refait. On n'a eu aucun problème durant l'année de casse ou de choses qui sont tombées en panne à cause de l'usure. Alors que dans les biens qu'on n'a pas refait, forcément ça arrive au moins une fois par an. Vous avez que ce soit un chauffe-eau, une gazinière, que sais-je, un frigo qui tombe en rade. Résultat des courses, en fait avec cet appartement, on a un cash flow de 1 300 euros sur l'année. Déduction faite de tout. Dans ces appartements, par exemple le syndic, vous pouvez pas le répercuter sur le locataire. Donc par exemple c'est déjà ça un coût supplémentaire à prendre en compte. La taxe foncière, c'est sûr franchement elle vous défonce. On loue 525, on a 800 de taxes foncières. Qu'on dégage 1 300 euros de cash flow sur l'année alors qu'il y a eu vraiment zéro imprévu. Donc c'est pas avec ça que vous allez vivre à plein temps. Dernière partie de ce podcast, en fait, je voulais faire un peu une synthèse et que vous gardiez espoir. C'est sûr qu'en voyant les chiffres là que je vous annonce, donc je vous rappelle à peu près 550 euros pour le premier appartement et 1300 pour le second, donc ça fait 1800 euros de cash flow avec 2 appartements sur 1 an. Ça doit faire 150 euros par mois. C'est pas avec ça que vous pouvez dire tout de suite bye bye patron. Alors pour vous donner cet espoir, je vais quand même faut prendre un peu tout en ligne de compte. Déjà, c'est pour chacun de ces appartements, j'ai remboursé plus de 2000 euros d'emprunt pendant l'année. Vous voyez, j'ai des appartements, j'ai des emprunts à environ 50-60 000 euros. Si vous divisez par 20, c'est ça, on rembourse entre 2 et 3 000 euros par an. Donc déjà, on va dire 2000 pour être conservateur. Ça fait que en plus des 1800 euros de cash flow, les emprunts, ils ont baissé de 2 fois 2000 euros, donc 4000 euros. Donc on est déjà pas loin de 6000 euros en fait, d'augmentation de patrimoine net. Donc là, ça fait 500 euros par mois. En fait, c'est une épargne forcée. Ok, vous n'allez pas toucher l'argent tout de suite, mais c'est une épargne quand même. Et mettre 500 euros de côté par mois, ça commence à être pas mal. Et après, le deuxième point, alors là, c'est plutôt du hasard, on n'y peut rien. Mais en fait, ces 2 appartements, ils sont dans une ville qui a pris plus de 10% d'augmentation des prix de l'immobilier. Alors,
faut toujours faire attention avec les chiffres qui sont annoncés parce que, en fait, que ce soit les seuls vrais chiffres fiables, c'est ceux des notaires, mais quand on voit le temps que ça prend entre le moment où on fait l'offre, la signature du notaire, et après que le notaire il répercute, il donne les infos, je pense qu'il y a quasiment 9 mois ou 1 an de délai. Comme vous entendez, sur les 3 derniers mois, les prix ont augmenté de temps. Franchement, je sais pas sur quoi ça se base, peut-être sur les prix annoncés, mais c'est pas des vrais prix les payés. Mais en tout cas, c'est une ville qui a pris plus de 10%. Je suis en train de chercher des autres biens dans la ville et on le voit clairement que les prix ils ont augmenté. Faut pas oublier que tout cet argent qui est distribué par les États, en fait, il va dans très peu d'endroits. Il va si vous regardez dans les actions, dans les cryptos et dans l'immobilier. Et j'ai lu l'autre fois qu'il y a plus de 13% de masse monétaire en plus depuis 1 an. Donc ces 13%, voilà, ils sont allés notamment dans l'immobilier. On va partir sur 10% d'augmentation. Ces 2 appartements, en gros, on les avait achetés en tout 120 000 euros. Donc si vous prenez 10% d'augmentation, ça fait 12 000 euros. Et là, ça commence à être pas mal. 12 000 euros sur 12 mois, ça fait 1 000 euros par mois. Donc on avait déjà 2 000 de cash flow, plus ou moins 4 000 de remboursement d'emprunt. Et là, on rajoute 12 000, on arrive à 18 000. Que 1 500 euros par mois d'augmentation de patrimoine avec franchement très très peu d'efforts et très très peu de sueur. Voilà, si vous en aviez eu 10, ça aurait fait 90 000 euros. Donc on est pas mal quoi, mais franchement, en fait c'est comme ça qu'il faut raisonner, c'est vous achetez, vous essayez de rendre la chose la plus passive possible. Et en fait là, vous voyez un peu moi j'ai par exemple un gestionnaire, il va me coûter, je sais pas, mais peut-être 1 000 euros sur l'année, et là la valeur du patrimoine, elle a augmenté de 18 000 euros, donc c'est pas la peine de faire des économies de bout de chandelle à tout gratter. L'important, c'est agir et ensuite rendre la chose la plus passive possible pour que, en gros, les emprunts ils se remboursent tout seuls. Le marché il fait ce qu'il a à faire. S'il augmente, tant mieux. Et voilà, tout se passe pour le mieux. La seule réserve que j'ai à mettre, c'est donc avec ces 1 800 euros de cash flow que j'ai eu sur l'année, comptez pas sur la rentabilité d'un de vos biens pour générer assez de cash et de trésorerie pour la suite de vos opérations. C'est pas en dégageant 2 000 euros par an qu'on va... par exemple, là, j'avais eu 12 000 euros pour refaire l'appartement. C'est pas à coût de 1 300 ou 2 000 euros que vous allez pouvoir financer des travaux comme ça. Idem pour les frais de notaire ou les apports prévus par la banque. Donc au début, il va falloir, même si vous achetez des biens rentables, il va falloir vous trouver une autre source de revenus. Ça s'appelle notamment travailler. Alors ouais, c'est un peu dur, c'est un peu chiant, ça prend du temps, mais c'est ce qui fonctionne le mieux au départ. Grâce à ça, vous allez pouvoir petit à petit vous construire un patrimoine qui tourne et qui ensuite vous rendra de très très grands services. J'ai essayé d'être le plus transparent possible, donc pour vraiment, j'étais pas là pour vous vendre du rêve, pas là non plus pour vous faire peur. Ça, vous voyez que c'est pas les montants de cash flow qu'on peut espérer, mais c'est surtout le patrimoine qui augmente quand même de façon assez rapide. Et je vous conseille de vous lancer, d'investir, de chercher, mais évitez à tout prix les rentabilités trop faibles. Vous voyez bien que 10%, ça vous met tout pile en gros à flot. Donc quand vous entendez, du Pinel 3, 4, 5%, vous allez devoir sortir beaucoup d'argent de votre poche. Et ne comparez jamais le remboursement d'un emprunt avec le coût total d'un appartement. C'est pas parce que vous remboursez 300 euros par mois que l'appartement il va vous coûter 300 euros par mois. Voilà, je vous souhaite une très très bonne semaine. N'hésitez pas à me faire vos retours, à vous abonner bien sûr, Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, à partager. Vous savez que c'est que comme ça que ça fonctionne. Et n'hésitez surtout pas à me contacter, notamment sur Instagram. Donc, bye bye patron. Et je répondrai à toutes vos questions, interrogations, ou alors si c'est des sujets de podcast, je pourrai les traiter. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao.